Alors, donc, on a un petit peu de difficulté lorsqu'on regarde la façon, si je m'en tiens à ce que vous dites, là, messieurs, la façon dont on prépare l'avenir de la race blanche, parce que, bon, on dira ce qu'on voudra, si on parle de race, c'est parce qu'il y a des racistes, n'est-ce pas, qui ont décidé qu'il y avait plusieurs races, n'est-ce pas? Ceux-là n'entendent pas qu'il n'y a pas, qu'il y a une seule race, c'est la race humaine. Donc, les racistes pensent et disent et veulent rentrer dans la tête qu'il y a au moins quatre races, n'est-ce pas? Et, mais comment on peut maintenir une race qui est défavorisée dans sa situation de défavorisée lorsqu'elle est majoritaire dans le monde? Il faudra utiliser les armes pour maintenir, revenir peut-être avec l'esclavage. La seule logique pour garder comment une force et garder le pouvoir sur toutes les races, il faut qu'on soit majoritaire, parce que si on est minoritaire, on vieillit de jour en jour. Il n'y a qu'à penser à ce dernier homme de la race blanche, à son dernier jour. De quoi il sera question pour cet homme-là, cet homme ou cette femme, n'est-ce pas? Le tout dernier, alors que les autres races seront majoritaires. Logiquement, on devrait penser, et c'est ce qu'on a toujours fait, n'est-ce pas, à la protection, à la survie de la race, n'est-ce pas, en amenant les gens à faire plus d'enfants, les femmes à faire plus d'enfants. Si on ne va pas là, on est dans une période de dénatalité et si on laisse aller, ben, ça sera d'une certaine manière l'hécatombe, si je peux utiliser ce mot, parce que, bon, il y a une race qui sera disparaître. Et c'est pour ça qu'on vient avec la théorie du grand remplacement, c'est-à-dire la race blanche sera remplacée par d'autres. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter d'être remplacé? Un malaise. Honnêtement, je parle, c'est une réalité, mais tu sais que, vous savez, messieurs, moi, pour moi, qu'on soit blanc, vert, mauve, c'est pas ça qui est important, on est tous des êtres humains. C'est-à-dire, c'est pour ça aussi, il y a une mixité presque généralisée aujourd'hui. Il y a des sectaristes, hein, des xénophobes qui veulent comprendre, qui veulent voir euh, qu'une ethnie soit différente hein, d'une autre. Pour moi, on est tous des êtres humains. Mon malaise, c'est parce que cette réalité, je ne peux pas la nier. Il y a des gens qui acceptent, qui conçoivent qu'ils sont supérieurs à d'autres, donc il faut toujours les combattre. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est des êtres humains. Et hier, quand on vivait en Haïti, on ne voyait, c'est vrai qu'il y avait dans les hauteurs de Pétionville, certainement, mais on ne voyait pas aujourd'hui cette mixité qu'on voit à Montréal aujourd'hui. Que nous qui sommes ici à Montréal, cette mixité qu'on voit là, on se disait, mais donc c'est, et comme je disais avec Thilo tout à l'heure, dans un mouchoir, on voit le monde entier ici à Montréal. Donc pour moi, honnêtement, il ne faut pas s'en faire trop par rapport à ces sectaristes, des gens sectaires qui veulent comprendre qu'ils sont supérieurs. Et je pense qu'un ténor Firmin déjà avait répondu à cet Européen qui disait que les Blancs sont supérieurs. Donc pour moi, cette supériorité de la race, c'est pas ça qu'il faut. Il faut combattre tous ceux-là qui ont ce discours pour voir qu'on a affaire à des êtres humains, peu importe la couleur, peu importe ce qui arrive. Ouais. C'est ça Al- aussi qui fait la différence. Oui, alors tu dis qu'il ne faut pas s'en inquiéter et moi je m'en inquiète beaucoup. Par rapport à la démonstration de leur théorie ou qu'il faudrait réfuter, comme tu viens de le dire, ça a déjà été fait magistralement par Firmin, ce n'est pas ce qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est que eux qui croient dans leur théorie, lorsqu'ils ont le pouvoir, lorsqu'ils ont les armes, ben ils font des dégâts et nous sommes en train de vivre ces dégâts-là aux États-Unis. Et ce n'est pas que ce qu'ils disent pourrait être cru ou pas cru par une majorité, c'est que eux, même s'ils sont minoritaires, lorsqu'ils ont le pouvoir, ben ils mettent leurs menaces à exécution et font beaucoup de dégâts. Et voilà. Et je pense que, messieurs, là-dessus, on va passer à un autre point. Dans les actions en 2025 de Donald Trump,
c'est les droits de douane qui ont été déclarés unilatéralement par Donald Trump et contre tous les pays de la Terre. C'est ce qu'on va appeler plus tard la guerre, la guerre lancée par Donald Trump, n'est-ce pas? Parce que autant pour l'acier, l'automobile, les produits chinois, les droits de douane réciproques qui vont faire en sorte que les pays qui ont été touchés, tous les pays qui ont été touchés, mais les pays qui ont plus de capacité à répondre à Donald Trump ont inventé des droits de douane réciproques et tout ça, et quand on dit que Donald Trump, messieurs, ne fait pas de sens dans les décisions qui sont prises et que Donald Trump, qui est bien entouré de milliardaires, millionnaires, n'est-ce pas, ces gens-là n'ont pas su arrêter Donald Trump. Ces droits de douane lancés par Donald Trump, ce qu'on disait, commence à se vivre aux États-Unis. C'est des gens, les Américains, qui payent ces droits de douane-là. Et la logique est tout simplement enfantine lorsqu'on voit que celui qui achète des produits canadiens, celui-là doit payer plus cher parce que les droits de douane de Donald Trump rentrent en ligne de compte. Eh bien, ce produit-là se vend sur le marché américain plus cher qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, n'est-ce pas? Et qui paye ces produits-là? Qui paye un excédent de prix? Ce sont les Américains et c'est une logique qui est implacable que n'arrive toujours pas à comprendre Donald Trump puisque Donald Trump s'était vanté qu'il allait avoir la situation et le jour où il a taxé pour la première fois, il a dit que c'était le jour le plus extraordinaire des États-Unis. Alors, tout ça, messieurs, les guerres de douane lancées de taxes lancées par Donald Trump ont été catastrophiques pour les États-Unis. Bon, moi, dans ma faible compréhension des choses économiques, je posais cette question depuis le début. Mais pourquoi est-ce qu'on s'emballait à faire la guerre à Donald Trump? Parce que ces mesures, à mon humble avis, seraient néfastes avant tout aux consommateurs américains. Et je n'ai jusqu'à présent jamais compris pourquoi. Et quand je regarde les résultats, mais j'ai plutôt tendance à croire que j'avais raison et que ça coûte beaucoup aux consommateurs américains. Et on commence à le ressentir au sein de la population. Il commence à avoir des graissements dedans, même si beaucoup de ceux qui ont voté Donald Trump restent encore attachés à leur idéologie et ne le disent pas encore très fort. Mais il y en a quand même qui commencent à changer d'avis. J'ai regardé il y a 2 ou 3 jours un documentaire sur certains qui se réclament d'être MAGA, mais qui disent que ce qu'avait promis M. Trump, ce n'est pas ce qu'ils constatent dans leur bourse, dans leur comptabilité. Donc voilà, ça commence à se faire sentir. Moi, ce que je n'ai pas toujours pas compris, pourquoi est-ce qu'on a voulu s'embarquer là-dedans, faire la guerre à M. Trump? Et je prends un exemple simple, lorsqu'il avait commencé à mettre des tarifs sur le Canada, et on nous expliquait que la première chose, c'est que ça serait plus coûteux pour le consommateur américain. J'ai posé la question, alors pourquoi le Canada doit mettre des tarifs réciproques puisque les tarifs réciproques canadiens seront, et dans toute logique, plus coûteux pour les consommateurs canadiens également. Jusqu'à présent, je n'ai pas compris, mais les résultats semblent dire que j'avais raison. Pas tout à fait. Tu n'avais pas tout à fait raison. Je dis pas tout à fait, ça ne veut pas dire que tu avais tort. Parce que nous sommes dans un marché commun aujourd'hui. C'est-à-dire, et on avait fait quoi? Pas fait quoi? On avait poussé certains pays à même délaisser ce qu'on appelle certaines productions pour la consommation locale, de sorte que qu'on puisse faire rentrer des devises dans certains pays et surtout que le dollar domine encore. Donc, et c'est vrai, il y a une réalité aujourd'hui que les États-Unis paient cher les tarifs de douane, mais en même temps, on voit les répercussions au Canada aussi. Au Canada, on en paie ça aussi. Parce que avec ce marché commun qu'on a, et
ce qui se passe aux États-Unis a toujours des répercussions au Canada en particulier. Surtout que nous faisons affaire avec les États-Unis en termes d'exportation. Presque 75% de nos exportations vont aux États-Unis. Donc, et pour pouvoir, certaines entreprises que nous avons au Canada, pour ne pas payer les droits des douanes, sont obligées de se déplacer, de déménager pour aller aux États-Unis parce qu'en étant aux États-Unis, elles ne payent pas les droits de douane. Donc, vous voyez déjà, en termes de chômage, vous voyez, on est en train d'avoir beaucoup plus de chômeurs. Un. Deuxièmement, ces entreprises payaient des taxes. Donc, les taxes que ces entreprises payaient ici au Canada, c'est avec ces taxes payées que nous construisions des hôpitaux. C'est avec ces taxes payées aussi, quand je dis ça, pas seulement ces taxes, mais la communauté des taxes, tout ça. Donc, vous voyez, il y a quand même une répercussion dans des pays comme le Canada. Je prends l'exemple de la Chine avec les États-Unis. La Chine répond souvent du tac au tac avec les États-Unis. Pourquoi? C'est parce que, à un certain moment, les Occidentaux délaissaient leurs espaces respectifs pour aller produire en Chine. Et tout ce qui venait de la Chine, qui vont aller comme produits, vont aller aux États-Unis, doivent payer des droits de douane. N'oubliez pas, les États-Unis, en termes de PIB, en termes aussi de consommation, c'est le plus grand consommateur au monde aujourd'hui. Donc, si la production qu'on avait quelque part ne peut pas être déversée normalement, il y a une retenue sur la production qui arrive du fait que les droits de douane. Donc, ça quand même a une répercussion sur d'autres pays. Et Trump dit, lui, il ne va pas corriger, il va amadouer les États-Unis. Je ne sais pas si vous avez retenu ça. Ils vont donner environ 1500 à 2000 $ à chaque États-Unien sur les fonds de tarifs collectés, de sorte que les gens, c'est-à-dire, ne voient pas trop bien la douleur des prix, de l'inflation. Alors, Ismaël, tu as raison, il a annoncé les couleurs, mais il faut prendre ça dans un contexte électoral. C'est une démarche électoraliste parce que les élections de mi-mandat arrivent très bientôt. Il ne le fera pas avant, il le fera pendant qu'on parle de ces élections en 2026, n'est-ce pas, de mi-mandat. Cela dit, messieurs, il reste que c'est une démarche qui a été extrêmement audacieuse, surtout de la part de pays qui sont des pays alliés des États-Unis, n'est-ce pas? Pays sur lesquels les États-Unis devraient compter et sur lesquels pays aussi qui devraient pouvoir compter sur les États-Unis. Et arriver, lorsqu'on prend les trois amigos, c'est-à-dire les États-Unis, le Mexique et le Canada, mais qui ont déjà un accord, n'est-ce pas, de libre-échange entre eux, et arriver à mettre ces pays-là dans le même panier, ça a été un calcul fou fait par Donald Trump. Et l'histoire nous dira probablement que les Américains auront goûté la médecine de Donald Trump, et c'est ce qui va décider de l'avenir de la politique aux États-Unis. Est-ce que dans 3 ans, on aura un autre commandant en chef à la Maison-Blanche issu du Parti républicain? Pas sûr, pas sûr. C'est sûr que 3 ans en politique, comme on dit, ça peut représenter une éternité. Mais messieurs, je pense qu'on doit avancer puisque on a tellement d'autres points à regarder et le temps passe très vite. Messieurs, le jour de la soirée d'investiture de Donald Trump, on a vu directement Donald Trump parler des pays qu'il visait. Mais au départ, il n'y avait que le Groenland.
hein, le Groenland était dans la mire de Donald Trump parce que c'est un pays si on appelle ça un pays, ben, il y a des Groenlandais, même s'ils sont associés à un autre pays qui représente le tuteur, n'est-ce pas? Mais Donald Trump voulait s'emparer et veut s'emparer le Groenland, mais il y a aussi le Panama qui a été dans la mire. Et dans le discours, dès le premier soir, il voulait reprendre le Panama, sans compter que le Canada devrait représenter le 51e État des Le États-Unis. 51e État, ouais. Messieurs, c'est à ne rien comprendre comment un président peut arriver, hein, n'est-ce pas, le premier jour qu'il annonce vraiment une guerre commerciale avec la plupart des pays vraiment partenaires et annoncer aussi qu'il veut carrément conquérir d'autres États, d'autres pays indépendants pour faire partie de l'Union américaine. Oui, et on parle d'un État allié. Le Groenland est un territoire autonome, certes, mais c'est encore un territoire danois. Et lui, il ne s'en est pas embarrassé de tout ça. Il a dit que clairement, il a parlé aussi du Panama. Pour le Canada, c'est plutôt venu d'une boutade. Avant, on croyait à une mauvaise blague, avant de comprendre qu'il avait été sérieux dès le début. Mais lui, le Groenland, il tient encore au Groenland. Récemment, il a nommé un spécialiste du Groenland, ce qui a fait aussi bondir les autorités danoises. Est-ce qu'il arrivera? C'est peut-être l'une des seules choses où il ne peut pas avancer comme il le souhaiterait, mais il semble y tenir encore, hein, à ce Groenland-là. Il faut comprendre aussi que le Groenland représente pour lui non seulement des ressources naturelles, mais une position aussi géographique, stratégique par rapport à ce qui se joue avec la Chine et la Russie. Et souvent, il ne faut pas prendre Donald Trump, c'est-à-dire au pied de la lettre, au premier degré non plus. Il va plus loin que ça. Donald Trump, quand il parle d'un pays ou d'un État, ce qui l'intéresse en particulier, c'est les intérêts, c'est les richesses. S'il n'arrive pas à conquérir un territoire, il n'aura pas de problème. S'il peut mettre en place des gens pour lui faire vivre, pour faire que les États-Unis vivent les intérêts de ces pays-là, c'est du pareil au même pour lui. Donc, c'est comme un joueur d'échecs, il dame des pions. Hein? Alors, je prends un autre cas, c'est comme en négociation. Deux individus, ou bien deux éléments qui négocient, on fait monter la surenchère. Mais on sait très bien, ce qu'on demande, c'est pas ce qu'on va avoir. Mais, in fine, on va avoir un peu plus de ce qu'on pouvait avoir si on n'avait pas fait monter les enchères. Donc, Donald Trump joue dans cette pratique-là aujourd'hui. Donc, pour moi, quand il disait il veut avoir le Canada, le Panama, c'est pas ça. C'est parce que ce que Panama représente, et n'oublie pas, il vise la Chine en grande partie. Parce que la Chine, en tant que pays, c'est le concurrent immédiat des États-Unis, comme qui peut devenir bientôt détrôner les États-Unis comme première puissance économique, hein, militaire, et j'en passe. Donc, lui, tout ce qu'il peut faire pour faire en sorte que pousser, même des gens après lui, de continuer dans le même sens. N'oublie pas, Donald Trump, c'est un capitaliste, c'est un impérialiste. Donc, il sait qu'il doit continuer à avoir l'hégémonie pour pouvoir dominer. Donc, il va tout faire de sorte que, après lui, que les choses continuent dans la mesure du possible. Mais pour moi, c'est ça qu'il visait. Alors, messieurs, peut-être que Donald Trump, contrairement à ce que tu dis, ça peut commencer par une boutade, comme a dit Tilou, pour le Canada. Mais la boutade, c'est dans la mesure où il n'est pas pris au sérieux et que tout le monde ne se met pas à répéter ce qu'il a dit, hein, avec étonnement ou sans étonnement, à rire.
Mais à partir du moment où on se met à répéter, voilà, la machine finit par s'emballer et lui-même finit par croire que ce qu'il a dit avait du sens, puisque les autres répètent. Eh ben, c'est ainsi qu'il a parlé du canal du Panama comme étant le canal d'Amérique, n'est-ce pas? Et les journalistes qui ne voulaient pas répéter écrire canal d'Amérique étaient pénalisés. Parce que Donald Trump a dit, hein, le président a parlé, point barre, comme dirait l'autre, n'est-ce pas? Mais c'est Donald Trump. Est-ce qu'on donne beaucoup plus de pouvoir à Donald Trump que ce qu'il pensait qu'il pourrait aller chercher et exercer aux États-Unis? Je pense que le peuple américain, pas seulement le peuple américain, mais le peuple du monde entier et les autorités du monde entier ont accordé davantage de pouvoir que ce que Donald Trump pensait qu'il pourrait avoir. Hmm. Oui, mais par contre, attends, Oui, vas-y, non, vas-y. non, mais Jean-Ernst, c'est vrai, tu dis que les gens semblent lui accorder plus de pouvoir qu'il pensait en avoir. Mais en réalité, il a tous ses pouvoirs. Parce que ses actions, en fait, ont des répercussions sur tous les pays à travers le monde. Parce qu'il se rend compte d'une réalité que les États-Unis, militairement, dominent. Ce n'est pas sans raison que les États-Unis ont 8 à 900 bases militaires à travers le monde. Donc, quand vous avez ça à travers le monde, quelque part, vous dominez. Ce n'est pas sans raison que toutes les affaires se font en dollars. Quand ça se fait en dollars, vous avez une avance sur tous les autres pays. Ce n'est pas sans raison. Les BRICS, aujourd'hui, essaient de système SWIFT. On essaie de s'en départir parce qu'on reconnaît la domination états-unienne. Donc, quelque part, Trump, habitué dans les affaires, il sait quand même où il domine, où le pays domine. Donc, il essaie de les exploiter au maximum. Mais bon an, mal an, on dira ce qu'on voudra. Donc, peut-être que plus tard, ça va changer. Mais pour l'instant, il a les coups des franches pour faire ce qu'il fait. Mais il n'a pas les coups des franches. Comment je comprends? Comment je comprends ce que... Excuse-moi, Tilou, j'ai l'impression que si Donald Trump avait tous les pouvoirs tels que Ismaël vient de le décrire, il aurait fait beaucoup plus que ce qu'il a fait au moment où on se parle. Nous allons parler de guerre. Donald Trump pensait pouvoir arrêter une guerre, deux guerres, le temps de le dire, n'est-ce pas? Et ces guerres-là sont encore en cours parce qu'il y en a un qui tient tête de temps en temps, qui dit non à Donald Trump, etc. Et les gens et les dirigeants, je veux dire d'abord et avant tout, qui donnent à Donald Trump un blanc-seing, c'est-à-dire qui croient, avant même que Donald Trump prononce un mot et qu'il répète, n'est-ce pas, ces gens-là finissent par donner beaucoup plus de pouvoir à Donald Trump que ce qu'il en a réellement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je comprends la chose de cette façon également, surtout lorsqu'on regarde ce qui se passe. Donald Trump, certaines fois, il donne l'impression, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, un chien qui aboie, mais qui n'avance que lorsque vous reculez. Si vous lui faites face, il arrête d'avancer. Et si vous marchez vers lui, lui, il a tendance à reculer. Et on le voit avec la Chine, par exemple. La Chine a tenu tête et puis finalement, il a reculé. On a l'impression que lui, oui, il fait beaucoup de bruit et puis suivant votre attitude, il prend un peu plus de terrain. Et dans ce sens, je suis d'accord que il a les pouvoirs qu'on veut bien lui accorder et pas seulement en politique étrangère, à l'intérieur des États-Unis également. Alors, messieurs, Donald Trump et les guerres. Parlons de Donald Trump et les guerres. Ça là, j'avais jamais compris qu'il disait qu'en moins de 2 minutes, il aurait réglé la guerre entre l'Ukraine et la Russie s'il était président. Bon, on a vu l'autre guerre qui faisait rage en 2025, n'est-ce pas? Qu'il a réussi à arrêter, n'est-ce pas, à la faveur d'une entente, mais une guerre qui est encore là. Ce n'est pas une guerre terminée totalement entre Israël et le Hamas, n'est-ce pas?
Mais outre ces deux guerres, nous allons parler de toutes ces guerres-là, mais outre ces deux guerres, il a dit qu'il a arrêté en 6 mois, 6 guerres. Bon, alors, est-ce que Ismaël avait raison lorsqu'il disait que Donald Trump dit un peu ce qu'il pense n'importe quand à n'importe qui? Qui pourrait croire que Donald Trump a arrêté 6 guerres en 6 mois, alors que lorsqu'on prend le lot de guerres dont il parle, il les mélange des situations. Dans un certain cas, c'était des guerres où il était intervenu lors de son premier mandat. Dans d'autres cas, c'est des guerres qui se sont résolues entre les belligérants, n'est-ce pas, sans aucune intervention de Donald Trump, mais il va s'en vanter. Et si on continue à répéter ça, ça serait croire que Donald Trump mériterait d'avoir un trophée, n'est-ce pas, pour avoir arrêté toutes ces guerres-là. Et pourquoi pas hein, le trophée qu'il convoitait, n'est-ce pas, Ben, ben, je pense Nobel que de la paix. Le Nobel de je la pense que paix. son discours visait ce prix Nobel de la paix et que, bon, finalement, on l'entendra un peu moins avec ces histoires de guerre arrêtée. Il va continuer à en parler parce que Donald Trump, lui, il ne revient jamais sur ses exploits, même s'il est le seul à les voir. Mais il va arrêter de parler de ces fameuses guerres. On l'a vu, la dernière grosse déception. On n'a pas fait beaucoup de bruit, mais pour moi, c'était une énorme déception. Cet accord qu'il a fait signer, enfin, il a participé aux négociations entre le Rwanda et la RDC, et accord qui, dès le même soir, n'était pas respecté par aucun des partis, mais on l'avait même anticipé. On a vu les images où les présidents ne s'étaient même pas salués, le président de la RDC et le président du Rwanda, et puis avec la face qui disait clairement qu'il n'était pas du tout consentant avec ce qui se passait là. Et donc voilà, mais Donald Trump, lui, bon, comme je l'ai dit, il va continuer à en parler. Mais sur cette histoire de guerre, c'est peut-être sur le seul point que j'ai été, on va dire étonné, même avec des guillemets, oui, étonné, surpris par rapport à ce que fait ou ce que dit Donald Trump, parce que lui, qui se comparait toujours, pas seulement à Biden, mais à tous les autres présidents pour dire qu'ils étaient des présidents de guerre, alors que lui, c'était toujours la paix. Mais il a quand même participé à beaucoup d'attaques depuis son deuxième mandat. Et l'une des guerres qu'il prétend arrêter, la guerre avec l'Iran, entre l'Iran et Israël, mais les États-Unis y étaient aussi. C'est là que j'ai une petite surprise, on va dire, par rapport à Donald Trump. Mais pour ce qu'il en est de ces guerres, il est le seul là, et peut-être avec ceux qui sont aussi à la Maison Blanche, parce qu'on a vu des notes officielles hein, parler de ces guerres arrêtées par Donald Trump. Mais sinon, personne n'y croit du tout. Et je ne pense pas qu'on va en reparler jusqu'à ce qu'il, lui, soit convaincu que c'est quelque chose qu'il doit répéter. mais Ismaël doit en remettre par rapport à la qualification qu'il a donnée à Donald Trump et il va se convaincre que Donald Trump dit un peu n'importe quoi quand il veut. Hein? Est-ce que tu as dit fief et menteur, Ismaël? Mais bien sûr, parce que, regarde, c'est pas sans raison qu'il a écarté tous les journalistes sérieux autour de la Maison-Blanche. Maintenant, ce qu'il fait, il met autour de lui des gens des médias sociaux, des réseaux qui ont un cellulaire. Hein. C'est des gens-là qui servent de journalistes sérieux autour de lui. Et les autres journalistes qui sont pas tout à fait d'accord avec lui, soit, par exemple, il essaie de poursuivre les médias qui représentent ces journalistes, ou du moins, il les invite plus, il ne les accepte plus à la Maison-Blanche. Donc, parce que lui, il sait, et très bien, il est habitué. C'est un homme de médias aussi, hein. On a tendance à oublier ça. C'est d'ailleurs qu'il a commencé et dans les médias aussi. Et toute sa richesse, et il a exploité les médias pour faire en sorte qu'il continue à faire tout ce qu'il fait. Moi, ce que j'aimerais rappeler aux gens, ou du moins les gens mentionner, aux gens qui nous écoutent, Donald Trump, c'est quelqu'un qui est condamné aux États-Unis pour crime. Donald Trump, c'est quelqu'un qui sait, comme qu'est-ce qu'il va avoir 80 ans, peut-être après, qu'est-ce qui peut advenir. Personne ne sait. Okay? On ne sait rien de tel à personne, c'est-à-dire que la personne disparaisse. Mais il sait, tenant compte de tout ce qu'il a fait comme dégâts aux États-Unis même,
tout ce qu'il a semé comme division, il sait à un moment donné qu'il va avoir des comptes à rendre aux États-Unis. Donc, lui, tout ce qu'il peut faire pour faire en sorte qu'il soit dominant, il va le faire. Il va le faire. Il ne va pas se gêner pour faire davantage de dégâts. Quand Donald Trump parle, par exemple, des guerres arrêtées, parfois c'est des petits conflits, pas des petits, c'est des conflits entre certains pays qui datent de longtemps. Le fait que certains dirigeants de ces pays-là disent que les États-Unis doivent servir d'intermédiaires, il suffit de s'asseoir avec Donald Trump, ou du moins d'avoir parlé avec un envoyé de Donald Trump pour qu'il dise qu'il a résolu tel ou tel problème. Hein? Donc, on sait très bien, Donald Trump, tout ce qu'il dit aujourd'hui à 16h20, à 16h21, il est capable de dire le contraire. Donald Trump, ça ne l'intéresse pas que les gens disent qu'il ment ou bien qu'il ne ment pas. C'est dans sa nature. C'est dans sa nature. Regarde quelqu'un qui va faire un discours. Dernièrement, il a parlé devant les gens, devant les États-Unis. Il a dit tout va bien et il n'y a pas d'inflation. Il y a quoi que ce soit, alors que tout le monde paie les conséquences dans le pays. Tout le monde sait qu'ils ne sont pas capables de vivre. Alors que ça, est-ce que ça l'a gêné? C'est comme entre l'Inde et le Pakistan. Hein. Lui, il se vante d'avoir arrêté une guerre et puis l'Inde nie toute participation de Washington aux négociations. Mais lui, il ne se cache pas. Mais par contre, quand on dit que Donald Trump, il sait, donc ce serait dans une certaine logique. Je me demande, est-ce qu'on ne fait pas beaucoup de crédit aussi à M. Trump?